du Burundi de son rapport, qui par ailleurs, il faut le rappeler, émane et a été produit par 3 experts, une commission qui émane d'une résolution que le Burundi avait rejetée, parce qu'il y a beaucoup de réunions. L'enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi qui avait pondu un même rapport, un rapport similaire, et finalement le Burundi avait fait un contre-rapport qui n'a jamais été publié, du moins pendant la session pendant laquelle la résolution devait être adoptée, parce que tout simplement, il y a des gens qui ne voulaient pas que le Burundi s'exprime, qui voulaient monopoliser la parole afin que le Burundi ne parvienne pas à faire entendre son son de cloche. Mais il y a un dictat européen, occidental, que nous dénonçons, et une manipulation des instruments internationaux, et aussi une manipulation de l'opinion pour attirer l'ostracisme sur le Burundi. Un pays qui respecte les droits humains, un pays en paix, un pays sécurisé sur toute l'étendue de son territoire, mais un pays qui est toujours vilipendé parce qu'il y a des intérêts en jeu, et ces intérêts sont brandis d'une façon cachée pour essayer de continuer de ternir l'image du Burundi. Je vous remercie. Oui, bonjour, Agnès Théodoro de l'Alliance France-Presse. J'avais une question concernant pas cette commission d'enquête, mais l'autre groupe d'experts qui avait été créé avec une autre résolution soutenue par le groupe africain et avec le soutien du Burundi. Alors, cette semaine, c'est mercredi, voilà, au commissaire adjointe a expliqué qu'il y avait des soucis avec les visas de ces experts. Alors, elle a expliqué qu'ils se sont rendus sur place, mais que quelques semaines avant d'entamer leur travail, leur visa ne leur a pas été accordé. Donc, je voulais savoir si vous pouvez nous expliquer ce qui s'était passé. Alors, il y a un non-dit dans cela. Il y a une vérité qu'elle ne dit pas. C'est que d'abord, ces experts ne sont jamais venus au Burundi comme experts du fait de cette résolution qui avait été soutenue par le gouvernement du Burundi. Ils sont venus, ils ont demandé un visa d'entrée au Burundi comme des fonctionnaires des Nations Unies. Le Burundi ne peut pas refuser aux fonctionnaires des Nations Unies un accès sur son territoire. Arrivés au Burundi, ils ont passé plusieurs jours et le Burundi a reçu une note verbale qui disait « Nous vous remercions pour votre coopération. Les 3 experts ont été déployés. » Alors, si vous relisez cette résolution, c'est que les experts devaient coopérer avec les autorités burundaises. Ça a été comme un acte de guerre, comme si c'était des espions. Quand vous trouvez des gens sur votre territoire et qu'on vous dise « Ceux qui sont venus, qui viennent de passer 2 semaines, ce sont effectivement les experts qui devaient venir mener des enquêtes. » Je pense qu'aucun État au monde ne peut tolérer pareille indélicatesse. Je pense que la faute est l'impair et du Conseil des droits de l'homme, du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, et non de l'État burundais. Est-ce que je peux juste faire un suivi? C'est-à-dire qu'ils sont venus au Burundi, mais vous ne saviez pas qu'il s'agissait des 3 experts? Non, pas du tout. Nous avons reçu, si vous n'avez pas été prévenu à l'avance des noms des 3 experts, c'est ça? Si vous voulez, vous me laissez votre adresse email ou votre numéro WhatsApp, je vais vous envoyer la note verbale qu'ils ont envoyée. Ils disaient « Nous vous remercions pour votre coopération. Les 3 experts ont été déployés. » L'État burundais n'en savait rien. Laurent Siro de l'agence de presse suisse ATS. Alors, une question de suivi là-dessus et une autre derrière. La question de suivi, c'est donc maintenant si le Haut-Commissariat vous notifie la volonté d'envoyer 3 experts pour remplir ce mandat qui avait été prévu, est-ce que vous vous opposerez une fin de non-recevoir, ou si elle est dûment notifiée, vous accepterez l'envoi de nouveaux experts qui coopéreraient avec les autorités du Burundi?
dans la lumière de cette résolution, ou même cette résolution avait une durée de vie d'une année. Nous sommes au mois de septembre, je pense que c'est un autre chapitre. Et au Burundi, la situation au Burundi n'est pas la même. La situation et le contexte ne sont pas les mêmes qu'il y a une année. Donc les choses ont changé. Je pense que ce n'est plus d'actualité de mettre en application une résolution qui est obsolète. Et si une nouvelle résolution était votée avec les mêmes recommandations? Le Burundi se réserve le droit d'y apporter une réponse au moment voulu. Maintenant, une question sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez laissé entendre que de graves criminels qui seraient responsables du coup d'État, de la tentative de coup d'État, se trouvaient ici à Genève. Est-ce que vous pouvez être plus précis, donner des noms? Et est-ce qu'ils sont ici à Genève uniquement pour des sessions au Palais des Nations, ou est-ce qu'ils, par votre connaissance, ils résident à Genève? Il y a une liste de 34 personnes qui sont poursuivies par la justice burundaise. Et parmi ces personnes, j'en ai vu quelques-uns ici qui sont des activistes de la société civile qui sont recherchés par la justice burundaise pour avoir trempé dans l'insurrection de 2015. Parce que en 2015, certaines personnes se sont cachées derrière des organisations de la société civile pour semer le désordre et le chaos. Il y a eu des morts, il y a eu des dégâts matériels, il y a eu des mensonges qui ont été colportés contre le Burundi, et ces personnes doivent rendre des comptes. Et ces personnes sont ici invitées et ont des badges comme nous. Et ces individus ne peuvent pas, en aucun cas, être invités par une instance onusienne qui est supposée montrer l'exemple dans la lutte contre l'impunité et la défense des droits humains. Parce que les droits humains, c'est aussi rendre des comptes, faire rendre des comptes à quiconque viole ces droits humains, quiconque se rend coupable d'actes criminels et qui fuit. Mais malheureusement, ces personnes sont soutenues. Ils vivent en Europe sur les frais des contribuables européens et sont financés par l'Europe et sont amenés ici par l'Europe. Donc, je pense que la seule chose que nous pouvons faire, c'est dénoncer cet état de fait, dénoncer cette politisation du concept des droits de l'homme, dénoncer aussi cette façon de soutenir et d'appuyer des criminels fugitifs. Est-ce que certains d'entre eux vivent en Suisse? Pardon? Est-ce que certains d'entre eux vivent en Suisse? Où ils vivent, je ne sais pas. Mais je les ai rencontrés ici. Peut-être qu'il y en a qui sont établis en Suisse, mais qui sont recherchés par la justice burundaise et qui sont sous le fait de mandats de recherche internationaux, de mandats internationaux, mandats d'arrêt internationaux. J'ai une question parce que je ne suis pas expert sur le Burundi et le Rwanda, donc je n'ai pas compris pourquoi, quel est l'intérêt du Rwanda et aussi quel est l'intérêt de l'Union européenne. Est-ce que c'est la France ou la Belgique ou un pays dans l'Europe qui est plutôt impliqué? Parce que je ne comprends pas les détails, donc si vous pourriez mettre un peu plus clair pour moi. Voilà, je vais vous expliquer. Alors, d'abord, j'ai évoqué d'abord le Rwanda ici parce que les experts disent avoir été au Rwanda et en Belgique pour y rencontrer des personnes qu'ils ont interviewées. Alors, s'ils ont interviewé des personnes au Rwanda, mais que dans leur rapport, nulle part, on ne puisse lire qu'il y a eu violation du droit international, notamment par le recrutement de réfugiés burundais qui ont été armés, qui ont même été déversés sur le sol burundais le 15 juillet 2015 pour attaquer la République du Burundi. Et parmi ces personnes qui ont été arrêtées
il y avait des enfants soldats, et ces enfants soldats ont été remis à leur famille en présence de l'UNICEF et des diplomates accrédités au Burundi et la CNIDH, qui est la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi. Voilà, donc je pense que ces enquêteurs, ces soi-disant experts, devraient quand même parler de cette violation du droit international. Alors, la Belgique, c'est le siège, la capitale de l'Union européenne. La Belgique, c'est l'ancien colonisateur du Burundi. Et tous les maux, les crimes, les conflits armés, les conflits interethniques qui ont endeuillé le Burundi l'ont été sous la houlette de la Belgique. La Belgique porte une lourde responsabilité de tout ce que nous avons vu. La Belgique a semé au sein des Burundais le venin de la division. Les Hutus, les Tutsis, les Tois, c'est une invention de la Belgique. C'était pas vraiment... les Burundais ne se détestaient pas sur cette base-là. Et dès les années sombres d'avant l'indépendance et même après l'indépendance, la Belgique a toujours été derrière les assassinats politiques et a toujours attisé le feu. Nous avions un prince qui a lutté pour l'indépendance du Burundi. Il a été assassiné avant même la proclamation de l'indépendance en 1962. Ainsi de suite. Donc, arrivé en 2015, l'Union européenne a démontré qu'elle était derrière l'insurrection et derrière la tentative de coup d'État. Comment? L'Union européenne qui était partant pour le financement des élections au Burundi, ce qu'on appelle le Basket Fund, s'est retirée à quelques semaines des élections. Parce que les gens espéraient que si le Burundi ne tenait pas ses élections, il allait tomber dans un vide constitutionnel et bonjour le chaos. Le Burundi a pris ses responsabilités, a financé ses propres élections, mais l'Union européenne a toujours démontré qu'elle était derrière tous ceux qui étaient en train de déstabiliser le Burundi. Je vous en donne un exemple. Les putschistes qui ont échoué, certains ont fui vers le Rwanda et d'autres sont allés en Belgique. Et l'Union européenne a continué à mettre la pression sur le Burundi pour qu'il accepte de négocier avec ces putschistes en cavale. On n'a jamais vu un seul État au monde qui négocie avec les putschistes. Un putschiste qui échoue, on le cherche et on le coffre. Celui qui réussit son coup, on peut négocier pour qu'il retourne le pouvoir au civil. On a vu ça sur d'autres cieux. Mais au Burundi, ils ont échoué, ils sont en cavale, les uns au Rwanda, les autres en Europe, principalement en Belgique. Voici une preuve tangible que des gens qui ont commis des atrocités peuvent se retrouver en Europe et vivre sous les frais, aux frais des contribuables européens en toute impunité. Est-ce que l'Union européenne était contre le Burundi ou essaie de soutenir la Constitution qui disait que le président ne pouvait pas avoir, ne pouvait pas être élu pour la troisième fois? Une chose est certaine, il y a une ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et ça, c'est contre les principes universels de respect des droits de l'homme et de souveraineté. Le Burundi a une constitution qu'il a respectée. Le président n'allait pas être élu pour la troisième fois par le peuple. Il allait être élu pour la deuxième fois par le peuple, au suffrage universel
conformément à la Constitution de 2005, l'article 96. Alors, les Européens, surtout l'Union européenne, étaient, au moment où on demandait à tous les États du monde de respecter leur constitution, demandaient plutôt au Burundi de violer la sienne, parce que les Burundais n'ont fait que respecter leur constitution. Alors, ce n'était pas un troisième mandat illégal, c'était un second mandat légalement élu au suffrage universel, c'est tout. Pardon, encore une question. Est-ce que est-ce que vous soutenez toujours cette résolution pour les trois experts, pas la commission, mais pour envoyer ces trois experts à Burundi? Le Burundi, d'abord, qu'il y ait d'abord deux mécanismes, qu'il y ait deux résolutions. C'est une première. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Alors, le Conseil des droits de l'homme s'est lui-même contredit en faisant passer deux résolutions. C'est une contradiction parce que d'un côté, il y avait trois experts qui allaient mener des enquêtes et travailler avec la CPI, la Cour pénale internationale, et de l'autre, donc pour dire la justice burundaise, elle est inopérante, raison pour laquelle tout ce que cette commission allait trouver, elle allait les verser à la Cour internationale, à la Cour pénale internationale. Mais dans la même session, quelques heures plus tard, il y avait une autre résolution, ou quelques heures auparavant, il y avait une autre résolution, celle soutenue par les Africains, qui disait la justice burundaise, elle est opérationnelle, nous voulons trois experts qui vont travailler en collaboration avec les autorités burundaises. C'est inhabituel, c'est contradictoire, et comme c'est contradictoire, le Burundi se réserve le droit, maintenant, comme le contexte a changé, de rejeter cette démarche, parce que c'est une démarche qui n'est pas dans le sens de renforcer les droits de l'homme, mais plutôt c'est une démarche qui démontre que le concept des droits de l'homme est plutôt politisé et à outrance. Dans votre phrase précédente, dites que le Burundi se réserve le droit de contester cette démarche comme le contexte a changé. En fait, qu'est-ce qui a changé? Quel est le contexte et quoi qui a changé? Vous savez, les choses évoluent. Maintenant, le Burundi a une nouvelle constitution. Le Burundi a une nouvelle constitution et tout doit se faire dans le respect de cette constitution. Le Burundi s'organise pour les élections de 2020. Il ne reste que quelques mois. Et donc, le contexte a complètement changé. Le paysage politique, le paysage social, le paysage économique, le paysage sécuritaire, tout a complètement changé. Alors, si il y a quelques années, il pouvait y avoir quelques crépitements d'armes à gauche, à droite, un petit bandit qui lance une grenade par-ci, par-là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si, à l'époque, lors du vote de cette résolution, nous étions sous une autre résolution, sous une autre constitution, aujourd'hui, c'est un État sous une autre constitution. Donc, le contexte a complètement changé. Et aussi, nous allons droit vers les élections de 2020. Je pense que le peuple a plus besoin de se concentrer pour ce processus à venir, plutôt que de rester en train d'être ballotté par le vent, par des résolutions qui, finalement, n'ont pas de valeur ajoutée dans le contexte sociopolitique du Burundi. Sur les élections de 2020, une des préoccupations de la Commission, c'est qu'il y ait une vague de violation des droits de l'homme plus on s'approchera du scrutin. Quelle garantie vous pouvez donner à la communauté internationale que les choses se passeront bien et qu'il n'y aura pas d'intimidation d'opposants, de personnes qui ne souhaiteraient pas militer en faveur du parti au pouvoir? La même
inquiétudes étaient exprimées avant le référendum de mai 2018. Et certains orateurs prédisaient même une hécatombe. Je me souviens, on était dans un sommet de l'Union africaine, le délégué de l'Union européenne a affirmé que le Burundi allait sombrer dans une guerre civile si le Burundi allait au référendum. Mais ça s'est passé dans le calme absolu. Et ces inquiétudes maintenant sont tombées à l'eau. Et si vous suivez le discours de certains aux Nations Unies, ils commencent à reconnaître que le pays est calme. Alors, il n'y a rien à s'inquiéter. Les élections de 2020 se passeront dans le calme et la sérénité. Pourquoi? Parce que en 2010, ceux qui ont voulu semer le désordre, c'était des mauvais perdants qui pensaient qu'en lançant des grenades et en tuant de paisibles citoyens, il pouvait y avoir une négociation afin qu'ils retournent par la petite porte et entrent au gouvernement. Et nous leur avons accordé une fin de non-recevoir. En 2015, ils ont refait la même chose et d'une façon plus intense, en tuant, en jetant des cadavres dans les rues, en lançant des grenades dans des lieux publics, etc., en tuant à l'aveuglette, parce que les gens espéraient que le pouvoir allait fléchir et accepter de négocier avec ces fauteurs de troubles. Alors, comme il y a eu une fin de non-recevoir, les gens ont finalement compris, en 2020, il n'y aura plus d'aventuriers qui penseront qu'en lançant des grenades ou en tuant des gens, ils pourront bénéficier des postes au gouvernement ou au Parlement sans avoir été aux urnes. Donc, c'est une certitude que les élections de 2020 se passeront dans le calme absolu et que finalement, il n'y aura plus d'aventuriers pour semer le désordre et l'insécurité dans le pays en vue d'un dialogue à venir et des postes à pouvoir. Dans le calme et sans Pierre Nkurunziza, vous confirmez qu'il se présentera en 2020? C'est d'abord en 2015, comme la Cour constitutionnelle avait bien validé la candidature qui était déposée par le parti au pouvoir, qui était constitutionnelle, le président avait prononcé un message à la nation, avait dit « si je suis élu, ce sera mon second et dernier mandat ». Alors, il a répété dernièrement, lors de la promulgation, qu'il ne sera pas candidat, parce qu'il y a le respect de la parole donnée, même si l'actuelle constitution ne lui interdit pas de pouvoir briguer ou postuler pour ce poste, parce que c'est une autre constitution, il y a aussi le respect de la parole donnée. C'est ça le leadership. Continuez. Je m'excuse de revenir encore une fois sur les accusations que vous conférez contre les criminels, donc vous avez dit. Ces personnes ne bénéficient pas d'immunité, si elles viennent comme des membres de la société civile. C'est-à-dire que quand elles sortiront du palais des nations, vous demandez à la police suisse de les arrêter? Ce n'est pas mon rôle. Si c'était mon rôle, je le ferais volontiers. Mais ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas procureur général de la République. Mais le Burundi, pas vous en tant que personne, mais le Burundi en tant que tel. Le Burundi a déjà émis des mandats d'arrêt internationaux. Les États devraient les mettre en œuvre. Alors s'ils refusent de les mettre en œuvre, bien entendu, ce n'est pas moi, ici présent, qui pourrait faire fléchir la Suisse ou d'autres États de l'Union européenne. Merci. L'envoyé secrétaire, je m'appelle Joël Akizimana du CIRID. J'ai une question concernant la relation entre le Burundi et les Nations Unies. L'envoyé spécial du secrétaire général, M. Kafando, a donné un rapport au Conseil de sécurité le 9 août dans lequel il suggérait que le gouvernement du Burundi et l'Union européenne résolvent leurs problèmes
parce qu'ils enveniment effectivement le fonctionnement de ce Conseil ici. Comment est-ce que vous voyez un possible dialogue entre le Burundi et la communauté de l'Union européenne? Alors, d'abord, que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies exhorte le Burundi et ses partenaires, dont l'Union européenne, à dialoguer, est une bonne chose. C'était pas. Parce qu'avant, tout le monde condamnait le pays, condamnait le Burundi, comme si c'était la seule partie au conflit. Il y a conflit, bien entendu, conflit ouvert entre le Burundi et certains de ses partenaires, dont l'Union européenne. Et moi, je dis toujours que l'Union européenne est le véritable commanditaire de certaines atrocités dans mon pays. Alors, il n'y a pas moyen d'avancer si le Burundi n'accorde pas les violons avec l'Union européenne. Il n'y a pas moyen d'avancer si l'Union européenne n'accepte pas qu'elle a une part de responsabilité. Et si vous suivez, je pense que le ministre, le vice-premier ministre belge, Didier Reynders, l'a reconnu l'année passée, je pense, en 2017. Il a dit, nous sommes allés plus vite en la besogne en prenant des sanctions contre le Burundi. C'est quelque part un aveu. Aller plus vite en prenant des sanctions contre le Burundi. Et je dis toujours que le Burundi n'a pas été sanctionné, parce qu'on sanctionne quelqu'un qui est fautif. Mais le Burundi a fait face au diktat occidental. C'est quand quelqu'un vous impose sa vision, vous impose sa façon de faire, en disant, si vous n'élisez pas tel à la présidence, si vous ne... Moi, je sanctionne, moi, je fais ceci. Mais ce n'est pas parce que les Burundais ont péché, les Burundais ont respecté leur constitution, les Burundais ont le droit de jouir de leur souveraineté, comme bon leur semble, du moment que ça ne viole pas les lois nationales et internationales. Alors, la suite, bien entendu, le Burundi a bien reçu cette exhortation, et est-ce que l'Union européenne l'a bien reçu? Il faut leur poser la question. Le Burundi a la main tendue vers l'Union européenne pour ce dialogue, mais que l'Union européenne aussi tende la sienne. Mais que le Burundi se plie à la volonté de l'Union européenne, non, ça c'est négatif. Le Burundi ne pourra jamais se plier à la volonté de qui que ce soit, du moment que le Burundi sera en train d'œuvrer pour le bien-être de son peuple. Dernière question. Il a aussi dit que l'annonce du 7 juin du chef de l'État pour proclamer tout d'abord la Constitution nouvelle, et ensuite qu'il ne se représentera pas en 2020, mais également qu'il appuiera de toutes ses forces le nouvel chef d'État élu pour l'envoyé spécial du secrétaire général. Ce sont là deux faits majeurs donc, qui changent la donne sur le Burundi. Cependant, le rapport de la commission d'enquête, lui, montre une image tout à fait à l'opposé de ce que le Conseil de sécurité a dit sur le Burundi. Et troisièmement, troisième institution, celle du haut-commissaire aux droits de l'homme, est beaucoup plus équilibrée, n'est-ce pas? C'était même pas un rapport, mais c'était une note au Conseil des droits de l'homme qu'elle a donnée le 11 septembre dernier lors du dialogue interactif. Finalement, il y a plusieurs positions différentes au sein de la même famille des Nations Unies, la famille dont le Burundi est un État membre. Quelles mesures avez-vous envisagées pour harmoniser les points de vue de cette institution avec celle du Burundi?
Merci. D'abord, qu'on dise que l'annonce du chef de l'État change la donne, elle change la donne pour ceux qui méconnaissent le Burundi. Mais le Burundi... Pardon, il a aussi dit que les informations continues du Conseil de sécurité sur la situation sécuritaire bonne au Burundi font partie également de ces faits qui changent la donne. D'abord, le Burundi a toujours invité les gens à le visiter. Parce que le Burundi a toujours été vilipendé, soit par des rapports d'ONG ou des médias, certains médias internationaux qui ont juste fait copier et coller ce qui venait d'AFP, etc., mais qui n'ont pas vérifié sur terrain. Certains n'ont pas vérifié sur terrain pour se rendre compte qu'ils étaient en train d'être roulés dans la farine. La situation au Burundi, à l'intérieur du pays, n'est pas celle qui est dépeinte par certains médias. Alors, certaines ONG ont sciemment essayé, ont sciemment caché la vérité, ont sciemment menti. Je vous donne le cas de la FDH. C'est un exemple que je prends à la volée. La FDH qui a sorti un rapport au mois de novembre 2016 et qui disait que le Burundi était au bord d'un génocide. Au milieu d'un génocide. Et si vous lisez ce rapport, le mot génocide revient 83 fois. Mais 6 mois plus tard, ils ont sorti un autre rapport dans lequel le mot génocide n'apparaît même pas, sauf dans une note en bas de page, pour dire qu'eux-mêmes, en 6 mois, ils ont changé d'avis, ils ont vu qu'ils s'étaient trompés, parce que les gens se sont moqués de la FIDH. Mais si vous lisez le rapport de ces experts, c'est un rapport qui se base sur les rapports d'ONG. Mais les rapports d'ONG, tout le monde sait. Il n'y a pas de secret. C'est des rapports qui sont souvent commandités pour servir les intérêts de certaines puissances. C'est des rapports souvent commandités et orientés et politiquement motivés. Alors, la situation au Burundi est une situation calme, qui contraste avec ce que ces ONG et certains organes de presse ont essayé de faire circuler. Certains médias, parce qu'ils se basent sur les dépêches d'agences de presse, sans vérifier sur terrain, et finalement, ça fait un grand boom quand ça circule sur les réseaux sociaux et sur les médias mainstream. Il y a un langage, il y a plusieurs langages. Quand vous allez à l'Union africaine, c'est différent de l'Union européenne, c'est différent des Nations Unies, c'est différent du Conseil des droits de l'homme. Alors les ONG, ça diffère selon leur ligne, leur engagement et leur orientation, et les médias, ça diffère selon leur ligne éditoriale, etc. Mais la véritable solution, c'est de parler du Burundi, du véritable Burundi, le Burundi réel, pas du Burundi qu'on entend ou qu'on lit dans les médias, parce que souvent, il peut y avoir une manipulation de l'opinion. On a essayé de ternir l'image du Burundi parce qu'il y a bien entendu des objectifs à atteindre. Nous apprenons que l'Irak n'était pas en train de construire des armes de destruction massive, et nous l'apprenons après la destruction de l'Irak, nous l'apprenons après la mort d'1,2 million Irakiens. Mais qui sera tenu coupable? Peut-être personne, parce que ça a été fait par des intouchables, ça a été fait par ceux qui sont au-dessus de la loi, qui ne peuvent être inquiétés. Et on l'a fait en Libye. J'ai lu un article la semaine passée, les Italiens qui accusent les Français d'être responsables du chaos libyen et dans toute l'Afrique du Nord et de la crise des migrants. Donc, comprenez qu'au Burundi, nous avons essayé d'y faire face, parce que nous savions que c'était faux. Et nous savions bien que l'opinion était manipulée d'une façon
voulu pour venir déstabiliser le Burundi. Mais le Burundi a tenu bon parce que le peuple burundais est soudé, le peuple est uni. Le peuple n'a pas voulu accepter que cette manipulation vienne déstabiliser la cohésion sociale au sein de la société burundaise. Merci. Je m'appelle Nano des Nations Unies. J'aimerais demander, après les premières élections démocratiques en 1993, le nouveau président élu a été assassiné par l'armée après 6 mois de pouvoir, si je ne m'abuse. 3 mois. Oui, voilà, excusez-moi. Et cela a été suivi justement par 15 années de guerre civile. Et étant donné que le crime de génocide est un crime imprescriptible, est-ce que les massacres de 1972 qui ont été qualifiés par certains experts comme des crimes de génocide, étant donné que votre gouvernement dit qu'il est un gouvernement démocratiquement élu, est-ce que ce gouvernement est prêt à demander à la communauté internationale la reconnaissance de ce génocide? Alors, êtes-vous journaliste? Parce que c'est une conférence de presse. Non, je ne suis pas journaliste. Voilà, on poursuit. Je ferai un commentaire après. J'ai reçu votre question, mais on pourra le faire après la conférence. C'était par rapport à l'arrivée de la nouvelle haut-commissaire, Mme Bachelet, et par rapport donc à la discussion qu'il va y avoir la semaine prochaine au Conseil des droits de l'homme. Déjà, si vous pouvez anticiper et nous dire qui va venir pour le Burundi, et puis, ça va être l'ambassadeur ou ça va être quelqu'un d'autre qui va venir. Et puis justement par rapport à l'arrivée de Mme Bachelet, est-ce que vous attendez des discussions? Est-ce que vous avez demandé des discussions à la rencontrer? Voilà, est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est une nouvelle étape? Est-ce que vous attendez autre chose qu'avec M. Zani? Alors, moi-même, je fais partie d'une délégation qui est venue de Bujumbura, qui est dirigée par le ministre ayant les droits de l'homme dans ses attributions. Et aussi, dans ces délégations, il y a aussi la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et ils sont à Genève. Au moment où je vous parle, ils sont en discussion avec d'autres délégations, dont la délégation de l'Union européenne. Et la délégation prévoit aussi de rencontrer, comme je suis arrivé ce matin, je ne sais pas, peut-être qu'elle a déjà rencontré, mais a prévu de rencontrer la nouvelle commissaire des droits de l'homme. Et nous nous attendons à ce que les choses évoluent plus positivement qu'avant, parce que d'abord, c'est une femme d'expérience qui a été chef d'État, qui comprend bien les préoccupations des États. Et une dame, c'est toujours de l'humanité. Une dame a plus d'humanité en elle qu'un homme. Et le Burundi compte sur elle pour que les droits de l'homme puissent réellement être les droits de l'homme. Qu'on milite pour les droits de l'homme, qu'on ne fasse pas du concept des droits de l'homme une bataille ou un instrument pour asservir certaines nations. Voilà, donc nous nourrissons d'espoir qu'il pourra faire avancer les droits de l'homme dans le sens réel des droits de l'homme. Que cet instrument international qu'est le Conseil des droits de l'homme ne soit pas manipulé par certaines puissances pour asservir certaines nations contre leur gré et surtout en violation flagrante de leurs droits les plus élémentaires. D'une certaine manière, vous êtes en train d'annoncer que vous rétablissez la collaboration avec le haut-commissariat. D'une certaine manière, je suis en train de dire que le Burundi attend beaucoup d'elle. Sinon, si les choses ne changent pas,
si le Conseil des droits de l'homme continue à être politisé à outrance, si le Burundi continue à être sous le joug de cette intimidation occidentale, le Burundi a bel et bien se réserve le droit même de quitter le Conseil des droits de l'homme. Il faut que le Conseil des droits de l'homme soit un véritable Conseil des droits de l'homme, non pas un instrument dans les mains de l'Occident qui viole les droits de l'homme au détriment des peuples qui sont censés jouir des mêmes droits que tous les peuples du monde. Et donc la rencontre entre le ministre et Mme Bachelot, c'est aujourd'hui? J'ai dit que je suis arrivé aujourd'hui, que la délégation est ici, qu'elle peut l'avoir déjà rencontrée ou qu'elle prévoit peut-être de la rencontrer, mais je n'ai pas, je ne connais pas exactement l'agenda des deux ministres. Moi, je suis arrivé ce matin. Donc peut-être que les ministres l'ont déjà rencontré ou qu'ils prévoient de la rencontrer. Je n'ai pas assez de précision. Mais c'est sûr que ça va se passer, c'est ça que... Mais bien entendu, c'est que la demande de rendez-vous a été introduite. La délégation a eu des difficultés à arriver à Genève dans les dates prévues. Elle est arrivée un peu plus tard, parce qu'au début, il y a eu un problème de visa qui est délivré par la Belgique. Et comme la Belgique qui délivre les visas Schengen peut aussi y mettre du sien, c'est un peu complexe. Alors, vous savez qu'avec les vols aussi, il peut y avoir quelques impairs, mais certainement la rencontre avec la nouvelle haut-commissaire est dans l'agenda des deux ministres qui sont en séjour à Genève. Il y a le chef de la délégation qui est M. Martin Nidiabandi, qui est le ministre des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre. Et Madame Aimée Laurentine Kanyana, qui est ministre de la Justice. Je pourrais vous écrire ces noms pour que ça vous aide. Les noms qui relient Nidiabandi et Kanyana. J'ai encore une petite question, plutôt genevoise. Je ne peux pas ne pas la poser, pardon. Mais j'ai remarqué que vous avez une belle montre. Est-ce que c'est un souvenir de la Suisse? Merci. Je viens de passer plusieurs années avec cette montre. Ce n'est pas un souvenir de la Suisse. C'est peut-être le goût. J'aime bien une montre. Je pense que nous avons peut-être les mêmes goûts. Moi, je n'ai pas une main. Ah, d'accord. Mais c'est de l'eau en Algérie ou je ne sais pas comment. Ici, on est obsédé par